Eh bien, ça commence à sentir la fin. Donc, dernière partie ensemble qu'on a appelée Actualité des CESU. On la veut surtout être un échange, pouvoir répondre au maximum à vos interrogations. On va essayer de dresser rapidement un bilan de certaines choses qui nous ont occupés pendant ces 2 ans et puis quelques perspectives d'avenir. Évidemment, tout ça sera ouvert à questions. Donc, on essaye de se donner jusqu'à midi, donc un petit peu plus tôt que ce qui était prévu pour permettre de laisser du temps à la remise des prix, aux remerciements et puis au passage de flambeau. Donc, on commence avec Céline. Donc, on vous propose un voilà. petit point veille réglementaire. Bien sûr, Calliope n'est pas tout à fait loin derrière nous ou devant nous, d'où les appellations. Un petit mot sur les accompagnants éducatifs et sociaux. Vous savez que le décret des accompagnants éducatifs et sociaux, ou AES, a été complètement remodelé. Et donc, les AES, ce sont en partie nos anciens AMP, les aides médico-psychologiques, qui deviennent AES mention vie en structure collective. Les AVS, donc les auxiliaires de vie sociale, qui deviennent AES vie à domicile. Les accompagnants des élèves en situation de handicap, qui étaient avant les auxiliaires de vie scolaire, qui avaient changé de nom pour devenir AESH, n'ont pas tout à fait l'équivalence AES. Ils doivent faire le module spécifique accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire. Et ils peuvent profiter d'allègements de formation, mais en tout cas, ils n'ont pas l'équivalence directe de diplôme. Le domaine de formation des AES, c'est tout ce qui est accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans le respect de la personne, des règles d'hygiène et de sécurité. C'est l'accompagnement à la vie sociale et relationnelle, c'est le positionnement professionnel et c'est le travail en équipe pluriprofessionnelle avec la gestion des risques, le traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne. En termes de formation, c'est 1407 heures de formation, dont 21 heures d'AFGSU2 qui ont été ajoutées en dehors de leur module en fait. Donc l'AFGSU2 a été ajoutée à leur formation. On est donc sollicité dans les CESU pour former des AES. Probablement que certains d'entre vous ont été sollicités. Et donc juste un petit mot de rappel pour vous rappeler qu'il y a une circulaire qui est un peu vieille, mais qui nous a été rappelée par la DGOS, qui disait que pour les formations initiales, les CESU ne devaient pas avoir un prix prohibitif, que la formation à FGSU ne devait pas avoir un coût prohibitif pour les instituts de formation ou les écoles, et que la FGSU2 en formation initiale ne devait pas dépasser 200 € par élève. On n'est pas soumis aux taxes. Des questions sur... On n'est pas soumis à la TVA en tout cas. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que... C'est pas indiqué, donc on fait comme on veut. Avec ou sans. Est-ce que sur les AES, vous avez des interrogations? On enchaîne alors. Et on enchaîne avec une nouvelle profession qu'on va voir arriver aussi dans nos CESU, que sont les assistants médicaux. Donc les assistants médicaux, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle formation. C'est des gens qui sont destinés à travailler en cabinet médical, que ce soit en cabinet de médecine générale ou de spécialité, pour assurer le suivi du parcours de santé du patient, l'accueil et la prise en charge administrative des patients, l'hygiène et la qualité dans le cabinet, et être assistant opérationnel du praticien. Le profil de ces assistants médicaux, ça peut être soit des infirmiers, des aides-soignants ou des auxiliaires de puère
qui doivent suivre à ce moment-là une formation d'adaptation à l'emploi sur la partie administrative de leur fonction, soit des gens d'autres horizons qui passent une certification qualifiante professionnelle d'assistant médical. Donc là encore, hein, on est en train d'être sollicité par les structures qui forment les assistants médicaux. Il y a un certain nombre de structures bien déterminées qui ont reçu l'agrément pour les former et donc qui nous sollicitent actuellement. Un petit mot sur leur formation. C'est 384 heures de cours et 1206 heures de stage. La formation est découpée en 4 blocs de compétences donc, qui reprennent leur mission, en fait, hein, donc le suivi du parcours, l'accueil, la prise en charge administrative des patients, l'hygiène, la qualité, et le module sur le bloc de compétences assistance opérationnelle du praticien, dans lequel on va trouver le module 1 qui correspond à la FGSU niveau 1. Alors c'est un petit peu antinomique avec le texte sur les AFGSU, puisque le texte sur les AFGSU prévoyait que ces professionnels, ces assistants médicaux, relèvent de la FGSU 2. Or, en formation initiale, il leur est demandé de faire au moins la FGSU 1, mais il n'aurait pas demandé un FGSU 2. Avez-vous des questions? Oui, là-haut. Médicaux. C'est ça? Tout en haut, tout en haut. Oui, excusez-moi, moi que je n'ai pas tout saisi, mais le profil, c'était bien IDE, AS ou AP qui assure la FGSU 2, et là, on leur demande de faire du 1 ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ce que... Alors... Dans les profils de recrutement pour les assistants médicaux, vous disiez tout à l'heure, si je ne me suis pas trompé, qu'il pouvait y avoir des IDE, des AS ou des AP. Oui. Qui sont inscrits à l'article 4 du Code de santé publique, FGSU 2. Et là, on leur demanderait de la FGSU 1. Non, parce qu'en fait, la FGSU 1, il fait partie, c'est ce qui a été mis dans la certification, dans la certification qualifiante professionnelle, qui, elle, est destinée à des gens qui ne sont pas des IDE, des AS ou des AP. En fait, les IDE, les AS et les AP peuvent être assistants médicaux sans faire la certification. Ils font juste un module sur la partie administrative. Et c'est pour les autres personnes qui ne sont pas soignants, qui, eux, doivent, pour pouvoir être assistant médical, faire la certification qualifiante professionnelle. Et c'est dans le cadre de cette certification qualifiante qu'on trouve la FGSU 1. Merci. Une autre question? Oui, par là. Est-ce qu'on peut avoir un micro par là? Oui, c'était juste une petite question. Est-ce que les éducateurs spécialisés qui travaillent avec les AMP, à un moment donné, seront inclus dans la liste de la FGSU 2? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Okay. Merci Céline. Donc on va passer à la suite avec un point qu'on voulait vous faire sur les aides-soignantes, et c'est Séverine Longlaton qui va vous expliquer. Bonjour. Donc, je vais vous parler du nouveau référentiel aide-soignant qui est donc sorti. Donc, je vous ai mis les 3 arrêtés du 10 juin 2021. Donc, sur le nouveau référentiel aide-soignant, notamment l'arrêté du 10 juin donc, relatif à la formation conduisant au diplôme et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts. Il y a aussi celui concernant le diplôme d'État d'auxiliaire périculture. Donc, le référentiel AS, qu'est-ce qui change? 5 domaines d'activité qui ont été construits en corrélation avec les 5 blocs de compétences. Donc, on passe aussi dans une formation par compétence, avec 5 compétences en lien avec des activités réalisables. Nos 5 domaines d'activité, donc toujours accompagnement et soins de la personne dans les activités de la vie quotidienne et de la vie sociale, l'évaluation de l'état clinique de la personne et la mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l'infirmier en intégrant la qualité et la prévention des risques, l'information et l'accompagnement des personnes, de leur entourage, des professionnels et des apprenants,
tout ce qui concerne l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels, et ensuite les transmissions, quel que ce soit l'outil et les modalités de communication. 5 compétences, donc on retrouve l'accompagnement et soins de la personne dans le bloc 1, dans le bloc 2, l'évaluation de l'état clinique, le bloc 3, information et accompagnement, bloc 4, entretien de l'environnement, et bloc 5, tout ce qui est travail en équipe, interprofessionnel et traitement des infos, ainsi que la qualité et gestion des risques. Donc dans l'évaluation de l'état clinique, on ne va peut-être pas tout lire. Je vous ai mis en rouge le recueil de la glycémie par captation capillaire ou par lecture instantanée transdermique. Enfin, le référentiel, du coup, permet l'autorisation par les aides-soignantes de faire le recueil de glycémie par captation capillaire ou bien par lecture instantanée transdermique. C'est ce qui change par rapport finalement au bloc de aux activités, au référentiel antérieur. Ensuite, dans la réalisation des soins liés aux dispositifs médicaux, un petit mot sur l'oxygénothérapie. On n'est pas dans le cadre de l'urgence, hein, bien entendu. Hein. Elle peut faire le montage et l'entretien du matériel, la surveillance du patient, le changement de lunettes à oxygène avec la tubulure sans intervention sur le débitmètre. Et pose et changement de masque aussi pour l'aide à la respiration en situation stable chronique. Donc le référentiel AS, finalement, glycémie capillaire, OK, uniquement pour les aides-soignants diplômés sous le référentiel 2021. Donc finalement, si on fait nos AGSU, eh ben, ça ne sera pas avant les AGSU de 2025. On pourra du coup intégrer les glycémies capillaires dans les AGSU 2 pour les aides-soignantes. Au niveau de l'oxygénothérapie, on en reparle après parce que finalement, dans le cadre de l'AFGSU, justement, en AFGSU, du coup, le fait de passer l'AFGSU 2 leur donne l'habilité et du coup l'autorisation d'utiliser et de mettre l'oxygène en urgence. Donc pas de changement finalement dans nos pratiques et nos contenus. Le seul changement finalement, c'est dans la séquence sur les malaises, finalement, d'intégrer aussi l'évaluation clinique et la réalisation de glycémie. Alors, je sais qu'il y a des formatrices IFAS dans la salle, donc si certaines veulent compléter ou il y a des questions. C'est plus une question sur... on va reprendre l'appellation de stock qu'il va y avoir donc avant 2021 sur le référentiel des aides-soignants, exactement. J'entends pas très bien. Vous pouvez parler un peu plus fort? Excusez-moi, oui, je vais rapprocher le micro. Je vais faire le canard, tout à fait, la voix un peu nasillarde. C'est-à-dire que les aides-soignants diplômés avant 2021 ne pourraient pas réaliser la glycémie capillaire? Ou ils seraient intégrés? En tout cas, elles n'ont pas l'habilité. Puis par rapport au référentiel, alors je pense aussi, mais ça, dans les services, logiquement, ça va se passer un petit peu comme la prise des constantes. Hein. Logiquement, quand on a rajouté la prise des constantes dans le référentiel, après, les cadres de santé avaient aussi la responsabilité de former leurs aides-soignantes pour pouvoir évaluer les paramètres, donc pouls, tension, température, température, elle le faisait déjà, et saturation. Mais du coup, c'est vrai que les aides-soignants diplômés sous l'ancien référentiel, si on s'en tient au texte, oui, ne pourraient pas réaliser de glycémie capillaire dans les services. Donc les gens que vous allez avoir en AFGSU, alors du coup, forcément, ça ne sera pas des diplômés de 2021 tout de suite, puisqu'elles vont passer leur AFGSU cette année, donc vous allez les retrouver en réactualisation dans 4 ans, quoi. Ok, merci beaucoup. Voilà. Même si elles sont formées à la glycémie capillaire dans leur service ou dans l'établissement? Par l'établissement? Après, si elles ont été formées dans les services, oui. Après, en AFGSU, vous ne faites pas faire non plus de glycémie capillaire. C'est juste leur dire que finalement, ce référentiel leur donne le droit, l'autorisation, je ne sais pas comment on peut dire, à réaliser la glycémie. S'il n'y a pas de questions, on va enchaîner. Merci Séverine. Et donc on va poursuivre avec une nouvelle, alors pas tout à fait une nouvelle profession, mais de nouvelles compétences pour une profession, une nouvelle formation qui va concerner l'urgence, donc les IPA mention urgence.
Oui, vaste sujet qui nous est un petit peu tombé. Alors les textes donc sont très récents, hein, là maintenant. Très récents puisque ça date d'il y a 15 jours, 3 semaines, donc on s'est un peu penché dessus. Nous, on avait été sollicité par le MESRI pour donner notre avis sur les curriculums de formation et en particulier le domaine des compétences. Il s'avère que des forces obscures, je dirais, sont forcément présentes et nous n'avons qu'une petite partie des choses. En tout cas, tout ce qui relevait de la DGS, nous, on n'était absolument pas au courant. Et donc, on voit qu'il y a une volonté qui est une volonté qui nous dépasse de créer, développer cette spécialisation urgence. Simplement, donc deux décrets hein, qui sont sortis. Le décret là, du 25 octobre 2021 relatif donc, à l'exercice de l'IPA dans tous les domaines et en particulier celui de l'urgence. Et je vous laisse lire. Donc la mission de l'IPA urgence, c'est les recours, motifs de recours et de situations cliniques présentes, présentant au moins 1 degré de gravité ou de complexité, également défini par la. L'infirmier est donc en pratique avancée et compétent pour prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques dès lors qu'un médecin de la structure des urgences intervient au cours de la prise en charge. Donc je vous laisse méditer. Je médite encore, donc ça veut dire que à partir du moment où un patient arrive aux urgences dans le cadre d'un motif de recours qui peut être par exemple la douleur thoracique, et ben, ce patient peut être pris en charge quasiment exclusivement par l'IPA, parce que c'est la lecture finalement de ce texte-là, à partir du moment où dans la structure il existe un médecin. Voilà. Bon, je vous laisse méditer. Deuxième, je laisserai Christine. Là, en ce qui concerne donc les formations, alors c'est une formation essentiellement donc universitaire. Nous, à ce moment-là, on a participé donc aux réunions avec Véronique et avec le professeur Pellaccia. Bon, et avec donc Gaël. Donc ce texte donc, permet de reprendre finalement toutes les compétences recherchées par cette IPA. Donc je vous renvoie. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que c'est une réflexion, donc c'est une cursus, donc l'ouverture d'un cursus à partir de la rentrée 2022. Okay, donc les IPA pourront se présenter dans leurs universités à partir de maintenant. Les réflexions sont en cours. Hein. Je sais que dans la région Occitanie, on serait plutôt sur un modèle de cursus interuniversitaire, justement pour partager la charge. Oui, il y aura de la simulation dans le cours de ces formations-là, donc avec des séances de pratique, avec des séances de simulation de fidélité, et qui auront lieu essentiellement à l'université. Et puis des stages qui seront des stages cliniques. Voilà. Ce qu'il faut préciser, et ça c'était un élément important dans la discussion, c'est que ces étudiants ne pourront exercer leur stage que dans les structures d'urgence, les structures mobiles d'urgence, donc les SMUR, et dans les services, dans les SAMU. Voilà, ça c'est un élément important qui était incontournable et qui a été donc défendu par nous tous. Il y a un petit passage sur formation et IPA. Il est indiqué que les IPA pouvaient co-animer les séances en pédagogie dans le domaine, par exemple, du triage, l'infirmier d'orientation et d'accueil, la gypsothérapie, la GSU. Alors, donc voilà, en perfectionnement donc, des urgences vitales, en situation de crise exceptionnelle tout autant. On est bien d'accord, ça ne se substitue pas à la formation de formateurs. Voilà. C'est-à-dire que les formations seront toujours portées de toute façon par les formateurs GSU. Et ça, c'est aussi un élément important qu'il va falloir bien sûr
Bon. En fait, l'IPA viendra en tant qu'expert au sein de ces formations-là. Et donc, elle viendra bien sûr enrichir la qualité de la formation. Mais les formations seront toujours, de toute façon, portées par les formateurs CESU. Voilà, c'était un peu en résumé, là, tout de suite. Maintenant, la discussion est ouverte et nous avons la chance d'avoir Christine qui peut peut-être compléter, voire ajuster les propos. Non, merci. Non, je voulais juste effectivement revenir sur le fait que dans le décret, il est très très clair que l'IPA travaille dans une structure d'urgence. On rappelle ce qu'est une structure d'urgence. Hein. En gros, c'est un service d'urgence hospitalier, extra ou intra-hospitalier. Mais c'est vraiment une structure d'urgence. On ne peut pas travailler ailleurs, tout seul, dans un véhicule quelconque. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire concernant le décret. Il était extrêmement important que ce soit précisé dans le décret. Et l'idée du médecin, alors comme tu le disais, après c'est on peut faire en interne dans des services, mais ça regarde le service. Ceci étant, le médecin est toujours présent. C'est ce sur quoi je voulais insister. De même que en ce qui concerne la co-animation de la FGSU, qui est arrivée, on est bien d'accord, et j'insiste aussi là-dessus, merci Blaise de le redire, la responsabilité reste au formateur GSU tel qu'on l'entend. Voilà, je voulais insister beaucoup sur ce sujet et effectivement, il était important que l'ANSESU soit présent dans les discussions concernant les formations, discussions qui ont eu lieu avec d'autres que l'ANSESU, qui avaient été contactés préalablement. Voilà, donc s'il y a des questions sur les IPA urgence, à disposition pour le faire. Mais utiliser les textes tels qu'ils ont été pensés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors... Bon, ça va un peu changer hein, nos paysages, de toute façon. C'est fait pour. De toute façon, il y avait une logique qui était une logique, je dirais, de fond. À partir du moment où on parle d'universitarisation des parcours de santé, il est certain, de toutes les façons, qu'on devait arriver à cette étape-là. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est autre chose. En tout cas, à partir du moment où on avait accepté le fait de l'universitarisation, on devait avoir des niveaux Master 2 avec un delta de responsabilité davantage accru. Donc voilà. Donc je vous propose qu'on poursuive et dans le changement de paysage des urgences toujours, avec là, les protocoles de délégation de tâches qui sont en train d'apparaître dans les services. Donc c'est Aude qui nous présente. Donc oui, on m'a demandé de vous parler des protocoles de coopération infirmiers aux urgences. C'est des nouveaux protocoles qui ont commencé à se mettre en place à partir de novembre 2019. Donc le premier arrêté est sorti le 29 novembre 2019. Il est relatif à l'autorisation du protocole de coopération, évaluation du bilan radiologique requis et sa demande anticipée par l'IOA. En lieu et place du médecin pour les patients se présentant avec un traumatisme de membre dans un service d'urgence. On verra que c'est quand même c'est très cadré et ça ne concerne pas forcément tout. Le deuxième protocole voit le jour le 6 mars 2020. Il est relatif à l'autorisation du protocole de coopération, réalisation de sutures de plaies simples par un infirmier en lieu et place d'un médecin. Et le dernier sort le 21 janvier 2021, relatif à l'autorisation de coopération, réalisation d'éco-guidage pour la ponction veineuse ou pose de voie veineuse périphérique au niveau du membre supérieur ou inférieur pour la ponction artérielle par une infirmière en lieu et place d'un médecin dans l'ensemble des services, notamment en structure d'urgence.
Donc, quelles sont les conditions? Donc, il faut que ces protocoles seront appliqués dans des structures d'emploi qui auront déclaré auprès de l'ARS territorialement compétente chaque membre de son équipe qui sera volontaire pour réaliser les protocoles. Donc, vraiment, ces protocoles se feront sur volontariat. Après, il y aura peut-être des volontariats un petit peu forcés en fonction des politiques des services. Il faut, ce que je n'ai pas noté, que les infirmières et infirmiers soient inscrits à l'ordre des infirmiers. Il y aura aussi nécessité d'information des différents patients sur ces protocoles et il faudra obtenir leur consentement. Derrière, il y aura évidemment une évaluation et un suivi de satisfaction de l'application du protocole aux différentes étapes, c'est-à-dire que cette satisfaction sera recueillie auprès des patients après l'application du protocole. Et puis vous allez voir, selon différents protocoles, on demandera, par exemple pour la radio, on demandera au manipulateur radio si il a été satisfait de la façon dont ça a été demandé, etc. Et après, il y aura la satisfaction aussi du médecin délégant, ces protocoles. Donc l'arrêté du 29 novembre 2019, le but c'est de poser l'indication adaptée d'une demande d'examen radiographique suite à un recueil d'informations en salle d'IOA et d'une évaluation clinique initiale d'un patient qui présente un traumatisme simple et isolé, ça c'est important, du membre supérieur ou du membre inférieur. Après, le membre supérieur, ça va jusqu'à l'épaule, le membre inférieur, c'est juste au-dessus du genou, enfin en dessous du genou, je veux dire, la hanche n'est pas concernée. Alors, le prérequis pour ce protocole de coopération, c'est d'être IOA. Les avantages que ce protocole présente sont la montée en compétence des IOA et puis surtout de réduire la durée de passage aux urgences et le temps d'attente pour les patients avant une prise en charge thérapeutique adaptée. Comment on va les former? C'est une formation qui va être théorique et pratique de 14 à 21 heures. Ça peut être sous forme de e-learning pour la première partie et de présentiel avec de la simulation et la participation de différents intervenants comme les radiologues, les manipulateurs radio, des traumatos, des médecins urgentistes. Et nos IOA doivent faire un stage clinique avec l'observation d'une quarantaine de patients, en fait 20 en observation seulement sur membre sup, membre inf, 10 en binôme avec le médecin délégant et 10 vraiment en supervision. Ils font leur examen et leur prescription tout seuls. Voilà. Et en pratique, il faut aussi qu'ils réalisent, pour maintenir leurs compétences, c'est ce qui est demandé et ce qui peut être quelque chose d'un peu bloquant au niveau des services, il leur est demandé de valider une quarantaine de patients, d'actes par trimestre. En ce qui concerne la réalisation des sutures des plaies simples, le but est évidemment de réaliser des sutures simples par un infirmier en lieu et place du médecin afin de diminuer également le temps d'attente aux urgences, de pouvoir libérer du temps médical en diminuant évidemment ce recours aux médecins. Alors, quid de nos externes quand on est dans des centres qui reçoivent les externes, ça c'est une autre question. En prérequis, on demande que les infirmiers aient au moins 1 an d'expérience déjà dans un service d'urgence avant de pouvoir réaliser ce protocole ou s'inclure dans ce protocole. La formation, elle est vraiment assez courte, une formation théorique sur tout ce qui est hygiène, réalisation de sutures et une formation pratique de sutures sur des pieds de porc, etc. Et au niveau du stage, ils seront en supervision clinique pour la réalisation de 10 gestes qui vont mobiliser les 3 techniques différentes, pose de colle, etc. Le dernier, c'est donc la réalisation d'écoguidage pour la ponction veineuse ou pose de voie veineuse périphérique ou la ponction artérielle.
Le but, c'est évidemment d'améliorer cette pose de voie d'abord chez des patients qui présentent des scores prédictifs de ponction veineuse difficiles. Donc ça va amener du confort pour les patients, évidemment, parce qu'on ne va pas les ponctionner pendant... Enfin, on ne va pas faire du... Comment ça s'appelle de la picothérapie, on va dire. On va essayer de les piquer une fois ou deux. Et évidemment, ça va être un confort aussi pour les soignants parce que ça va être beaucoup plus facile de réaliser une ponction éco-guidée. Le prérequis, il y en a. Il faut juste être infirmier dans un service d'urgence. Donc la formation se déroule en deux étapes. Une formation théorique de 3 heures par petit groupe. Ils préconisent pas plus de 3 à 6 personnes. Et pareil pour la formation pratique, par petit groupe, de la même façon. Et ils vont avoir un stage clinique, donc un petit portfolio sur les patients qui sont éligibles. Il faudra qu'ils assistent et qu'ils fassent 20 gestes, donc 7 de ponction artérielle, 7 ponctions veineuses et 6 poses de voies veineuses périphériques. Voilà un petit peu les nouveaux protocoles et ces formations pour lesquelles vous risquez d'être sollicité au niveau de vos CESU pour pouvoir les mettre en place. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été sollicités pour mettre en place ce genre de formation dans vos CESU? Alors, moi j'ai déjà fait, sur le 51, on a été sollicité, nous, pour le protocole IOA et prescription de radio, on l'a réalisé. Et on attend encore les stages, en fait. Il faut qu'ils mettent en place les examens cliniques au niveau des urgences. Je redis ce que je disais hier, mais essayez d'être proactif aussi. Donc c'est quelque chose qui existe. Vous avez vu, 2019, 2020, 2021. Attendez pas que d'autres fassent. Vous pouvez aussi, là, c'est des choses que les CESU savent faire les doigts dans le nez. Donc allez, faites et soyez force de proposition pour vos directions. On sait faire, c'est prêt, on peut faire et youpla boum, on y va. Ça évitera à d'autres de le faire. Des questions? Oui. Allô? Ouais. Alors, nous, on s'est posé la question parce qu'on a été sollicité effectivement pour faire le protocole. Vous pouvez juste nous dire qui vous êtes quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Jacques-Antoine Wallot du CESU de Pau. Donc, c'était notamment pour la réalisation des radiographies prescrites par l'IOA. Donc on a regardé un peu sur le volume de patients, les indications théoriques, effectivement, sur si c'était réalisable, notamment en termes d'objectifs du nombre de patients inclus là, sur le trimestre. Et ensuite, on a une réflexion aussi au sein du service, c'est-à-dire que ce protocole de coopération qui a pour but de diminuer le temps d'attente et le passage aux urgences, finalement, on s'est rendu compte qu'il s'adressait à des patients relativement valides pour des monotraumatismes périphériques. Et donc, du coup, c'était ces patients-là qui allaient bénéficier d'une diminution de leur temps d'attente, alors que finalement, ce sont peut-être les patients les moins graves du service, et qu'à l'inverse, on va monopoliser le temps de l'IOA pour ces patients-là, au lieu de s'occuper peut-être d'une personne alitée, grabataire, sceptique, qui, elle, au final, va passer plus de temps en salle d'attente parce que l'IOA aura été prescrire des radios. Donc c'est un débat qu'on a eu au sein du service. Est-ce qu'actuellement, avec les difficultés qu'on a, le but, c'est de favoriser un temps de passage court pour des gens dont le pronostic n'est absolument pas à court terme ou à moyen terme engagé? Ou est-ce qu'on ne mobilise pas les moyens pour des gens qui en ont plus besoin dans l'immédiat? Alors, moi je dirais, on a eu aussi cette réflexion dans le service. Il faut, si ça libère du temps médical, ça permet aussi de libérer du temps médical quelque part. Donc du temps médical qui pourra être consacré à ces gens qui sont justement non valides, qui vont arriver dans un autre circuit d'IOA éventuellement, en fonction de comment c'est
comment c'est organisé chez vous. Mais les gens justement qui sont grabataires, etc., ils vont arriver sur la file non valide et ils vont être aussi vus par l'IOA, par une autre IOA, et ils seront tamponnés en il faut aller vite, il ne faut pas aller vite. Voilà, c'est un autre circuit, c'est circuit court, circuit long globalement. Et moi, je vous fais une autre réponse et vous allez m'en vouloir, mais je vais vous dire que dans le cadre du congrès de l'ANSESU et du congrès d'enseignants formateurs, c'est compliqué de répondre à cette question. Je vous invite à venir la poser au mois de juin à Paris, au congrès de la SFMU. On va plutôt discuter du concret de la médecine d'urgence. Et là, c'était notamment pour vous faire pointer du doigt que nous, formateurs, enseignants des CESU, des services d'urgence, etc., on est aptes à faire ce genre de formation. Vous avez raison, il y a une réflexion à faire sur le pourquoi, le comment, les conséquences, les causes. Mais je vous invite plutôt à venir le faire tous ensemble au mois de juin pour la société savante qui a réfléchi à tout ça. Je suis assez d'accord avec, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec Gaël, parce que nous, on nous a posé cette question-là et on a dit c'est de l'organisationnel et pas de la formation. C'est surtout de la réflexion de service aussi et d'organisation interne à chaque service. Oui, une dernière question. C'est la même. Bonjour, Eric Garcia, Pau, toujours. Il a été précisé la surveillance du maintien des acquis avec le nombre de radios qu'ils vont devoir réaliser tous les trimestres, etc. Est-ce qu'il est précisé à qui est à la charge de la surveillance de ce suivi des compétences? Parce que autant on peut assurer la formation initiale, autant qui de l'encadrement ou du CESU devra revalider ce diplôme et où suivre ces compétences-là? Est-ce que c'est précisé par le texte ou par l'ANSESU? Pour moi, c'est le service et il faut qu'il s'organise en tant que tel parce que le CESU, il ne peut pas faire tout ça. Donc il y a des cadres aux urgences et puis il faut qu'ils suivent leurs agents. Voilà. Merci Aude. On va passer au sujet suivant. Nous avons été sollicités par la SFMU qui a organisé un groupe de travail avec la SFMU, SAMU Urgence de France, l'UNARM et la FARM pour créer un référentiel métier sur les superviseurs en centre d'appel d'urgence santé. Et on a eu donc un trinôme de l'ANSESU qui a été représenté par Didier Michel, par James Couvreur et Sandra Deleuil. Et donc c'est Sandra qui se fait le porte-parole de ce trinôme pour faire un point sur ce référentiel métier qui sera lui aussi présenté au congrès urgence au mois de juin. Oui, donc du coup, c'est juste, je vous parle juste du projet, parce que pour l'instant, rien n'est finalisé, tout est en cours de construction. Donc effectivement, nous avons été invités par la SFMU, au même titre que SAMU Urgence de France, l'UNARM et la FARM, à travailler sur ce projet. Actuellement, c'est donc un nouveau métier. La mise en œuvre est hétérogène actuellement dans vos différents SAMU. D'ailleurs, les SAMU ont tous reçu un questionnaire. Ils ont dû répondre, savoir déjà s'ils avaient un superviseur dans leur salle de régulation, quelles étaient les missions, d'où ils venaient, etc. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte que tout était possible. Les recommandations interministérielles qui sont relatives à l'amélioration des communications d'urgence en France et le guide qualité SAMU publié par l'HAS nous guide en tout cas dans ce travail en permanence. Nous, on a été invités surtout pour la partie formation, puisque là, tout est à créer actuellement. Donc, le groupe de travail, avec le Covid, nous avons une réunion par mois sur toute la journée en distance, puisque voilà... avec le Covid, c'était un petit peu compliqué. Et le but, c'était vraiment d'écrire ce référentiel métier pour harmoniser et structurer cette nouvelle profession. Donc, il y a plusieurs parties à l'intérieur, les rôles et les missions du superviseur, les compétences attendues, la formation nécessaire et son cadre d'emploi. Alors, nous avons surtout travaillé l'ANSESU sur la formation nécessaire, mais on a eu un droit de regard et des modifications. Je dirais que c'est un groupe de travail qui prend en compte réellement toutes les opinions et les idées des membres du groupe. Voilà, donc on a commencé de travailler en février 2021, une réunion par mois. Le livrable sera présenté au congrès Urgence 2022. Voilà, je vous remercie. Des questions, des interrogations, des doléances pour les gens qui travaillent dans les CFARM ou pas? Point d'étape, hein. Donc on aura tout ça au mois de juin, mais c'était pour nous important de vous dire qu'il y a aussi un travail qui est engagé sur ce, entre guillemets, nouveau métier qui existe chez certains, qui n'existe pas chez d'autres. On s'est déjà
Enfin, ils se sont mis longtemps à s'entendre sur qui était le superviseur en salle de régulation. On enchaîne? Très bien. On ne pouvait pas faire ce point d'actualité sans faire un point sur un petit peu de SSE, donc sans vous parler forcément que de l'annexe 12, dont on a déjà parlé hier, mais ce qui a beaucoup changé sur ces 2 années, parce qu'on a eu quand même un colloque où on a parlé beaucoup de SSE et pour cause. Mais Isabelle Borassia va nous refaire un point sur cette annexe 12 et puis sur une petite note de cadrage. Oui, donc à l'aube de la 5e vague et avec l'apparition du nouveau variant, cette annexe est toujours d'actualité. Donc, je vous rappelle que le contenu de la formation a émané du besoin d'équipes de renfort au moment de la crise sanitaire au printemps 2020, qu'à l'automne, une fiche ARS a répertorié les thématiques à intégrer à cette formation avec un cadre une durée au minimum de 14 heures et un partenariat entre les CESU et les réanimateurs. Quand cette fiche est sortie, l'ANSESU vous a proposé un conducteur, un déroulé pédagogique opérationnel qui reprenait ces principes. Et puis, c'est au printemps de cette année, courant mars, que cette formation a été intégrée réglementairement à la FGSU spécialisée. C'est devenu l'annexe 12 et le 10e module. Voilà. C'est ici. Appuie sur le vert, non sur l'autre. Et puis la FGSU SSE, donc, est encadré par des formateurs SSE, dont la formation est réglementée par une note de cadrage qui date de 2014. Une réactualisation a été prévu, et ça avait été déjà annoncé au colloque de Nancy en lien avec le nouveau texte de 2019 et toute la refonte de la FGSU SSE. Malheureusement, elle a été ajournée pour les raisons que vous connaissez. Maintenant, l'actualité, c'est une réunion préparatoire qui aura lieu le mois prochain avec Jean-Marc Philippe et la DGS pour envisager la réactualisation de cette note de cadrage. Voilà. Merci Isabelle. Des questions? Donc là, en tout cas, nous, on a souvent, quand je dis nous, c'est l'ANSESU sur le site, sur le mail, on a souvent ces questions de qui peut être formateur SSE, quel est le cursus pour être formateur SSE, la différence entre un enseignant, un formateur, etc., etc. Donc tout ça, les réponses, vous l'avez dans la note de cadrage. On vous l'accorde, c'est pas hyper clair. Et donc, notre objectif à nous, en tout cas en CESU, et qui allons participer à cette nouvelle rédaction de notes de cadrage, c'est de clarifier et de simplifier tous ces strass pour qu'on puisse avoir effectivement un cursus de formateur SSE, mais qui ne soit pas obligé de passer par plein de gens différents ou uniquement par certaines personnes. Donc voilà, donc on s'engage à ce que... Enfin, en tout cas, on va essayer, mais on n'est bien entendu pas tout seul, et on est très nombreux autour de la table, à faire en sorte que ce soit le plus clair et le plus simple possible. Vous avez des questions sur le SSE, sur la formation, on peut aller sur tout, sur les 12 annexes, sur l'annexe 12, sur plein de choses. Pendant que vous réfléchissez, j'en profite pour remercier le docteur Jean-Marc Philippe de la DGS, que vous connaissez, qui est souvent venu, qui est conseiller et qui n'a pas pu venir ici. Et vous comprenez pourquoi. Il était prévu encore jusqu'à il y a 15 jours et il s'est excusé. Il n'a pas pu se déplacer. Et vraiment un grand merci à lui parce que c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des interlocuteurs, d'identifier des interlocuteurs dans nos ministères de tutelle. Et Jean-Marc est quelqu'un d'identifié, c'est quelqu'un qui répond toujours, qui est toujours disponible et qui, à l'inverse, pense souvent à nous pour nous associer. Et donc, un grand merci à lui. Pas de questions? Si. Ah. Bonjour, donc toujours Monsieur Garcia Pau. Je voulais savoir s'il y a des CESU dans la salle qui arrivent à alimenter le recyclage annuel des 12 annexes. Parce que nous, on est en difficulté autour de ça, sur le volume de recyclage à produire. Alors, quels sont les CESU qui arrivent à recycler les 12 annexes?
Pas en même temps, hein. Il n'y en a pas? Si. On connaît un au moins. Je rappelle que le recyclage, ce n'est pas forcément une journée de recyclage, hein. Les exercices font partie des recyclages. Les exercices d'équipe peuvent recycler plusieurs annexes, etc. etc. C'est surtout, enfin, à notre avis, hein, c'est surtout là-dessus qu'il faut insister, de recycler une annexe toutes les années, qu'on a déjà du mal à remplir toutes les années, surtout en ce moment. C'est bien entendu utopique. Mais travailler sur le recyclage, on vous suggère de travailler sur le recyclage avec des exercices annuels ou bisannuels sur lesquels vous pouvez à la fois recycler l'annexe 5 sur le damage, recycler l'annexe 7, 8, 9 sur l'habillage, déshabillage, scène de contamination, etc., etc. et le 3, 4 sur la base. Vous pouvez faire tout ce genre de choses qui vous permettent de recycler les annexes. Les spécialistes SSE, peut-être que vous pouvez parler, parce que c'est quand même pas ma spécialité. Donc, au CESU 67, on a une programmation, une planification de ces recyclages, mais ça fonctionne surtout avec l'équipe SMUR, hein. Pour les autres personnels, souvent, on est obligé de les annuler parce qu'il n'y a pas forcément d'inscrits. Carole, tu avais une question? Ah, puis monsieur de... Tout le monde a entendu? Ouais, merci. Une autre... Oui. Bonjour à toutes et à tous. Anthony Yvon, infirmier formateur GSU SSE au CESU de Pau. Pau dans le 64, voilà, merci. Je sens qu'un congrès va être organisé à Pau dans quelques années. C'est le but. C'est le but avoué de notre structure. Non, alors par rapport à cette annexe 12, nous on a tenté en tout cas de saisir la balle au bon en proposant aux réanimateurs de notre établissement de rédiger cette annexe avec évidemment le conducteur pédagogique de l'ANCESU. Ils nous ont dit oui, c'est super, c'est hyper intéressant. Et puis au final, en fait, ça les intéresse pas du tout. Donc la question qu'on se posait en tant que formateur SSE, c'est devons-nous passer l'annexe 12 en tant que stagiaire pour pouvoir continuer de valider notre statut de formateur SSE, ou est-ce que pour l'instant c'est pas vraiment cadré? Je pense que le formateur SSE de CESU, il est là pour apporter sa compétence pédagogique aux côtés des experts de la discipline que sont les réanimateurs, en fait. Après, une formation, voilà, c'est quel est le besoin? Est-ce que c'est les réanimateurs qui se rendent compte du besoin réel? Bon, si c'est le cas, ils ne s'emparent pas de la formation, mais s'il y a un besoin, je pense que c'est aussi au CESU de montrer la plus-value d'être là auprès d'eux pour dérouler cette formation. J'imagine que la création de cette annexe répond forcément à un besoin, tout comme la création des autres annexes, notamment du damage control il y a 5 ans. Je parlais du besoin local. Hein. Ah. Oui, le besoin local. Hein. Bah, besoin local, je pense qu'à partir du moment où on a une réanimation qui a pris en charge des patients Covid dans notre centre hospitalier, il y a un besoin. S'il y a assez de personnel, il n'y a pas forcément de besoin. C'est une formation pour les équipes de renfort. C'est que pour les renforts, c'est pas pour les personnels en place? Non. Non. Au renfort, oui, c'est même une sensibilisation. Hein. En 14 heures, voilà, ça peut approfondir le prérequis des infirmiers de réa qui n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir certaines spécialités, enfin de certains, par exemple les patients en grosse détresse respiratoire, il faut voir. Mais c'est surtout à destination des personnels de renfort. Ok. Merci. En fait, ça a été une demande de la DGS de ce qu'on appelle la task force, c'est ce qu'ils ont appelé ça comme ça, de pouvoir faire un pool national de soignants, notamment d'infirmiers, pour renforcer les réanimations en cas de future pandémie, plus celle-ci, future, ou lors de celle-ci qui va, qui vient. Donc c'est uniquement pour ça. Là, l'objectif, c'est la formation de l'infirmière de pneumo qui travaille depuis 10 ans à pneumo, mais qui pourra peut-être la prochaine fois aller aider en réanimation. De l'aide-soignante, parce qu'on peut aussi faire de la formation
l'adapter en tout cas pour que ça soit de la formation d'équipe, ou du médecin du DIM qui n'a pas touché un patient depuis longtemps. J'ai peut-être pris quelque chose d'extrême. Mais voilà, l'objectif, il est ici. Et on redit bien, on nous a sollicité hier sur des questions, c'est de la sensibilisation. Effectivement, qu'on ne forme pas, et c'est en aucun cas l'objectif. Il y a d'autres réflexions par nos collègues de la SRLF et de l'AFNIR pour faire une formation spécifique d'infirmiers de réanimation. Ça, c'est autre chose. C'est de la sensibilisation. C'est donc la première marche de l'escalier qui nous permettra de travailler correctement en réanimation. Mais ça n'est que pour les gens qui ne sont pas en place. C'est en aucun cas une annexe qui a comme objectif d'être enseignée aux infirmiers et aux soignants de réanimation. Non. Donc en tant que formateur SSE, on n'est pas astreint à la faire, comme l'annexe de la CUMP, par exemple. Non, encore une fois, c'est bien écrit sur le déroulé pédagogique qu'on vous propose sur le site de l'ANSESU sur cette annexe. On vous propose de le travailler en binôme. Un expert métier et un expert pédagogique. Vous êtes l'expert pédagogique et vous devez travailler en binôme avec un expert métier, un anesthésiste réanimateur, un infirmier anesthésiste réanimateur, un expert métier de réanimation pour faire cette annexe. Et vous êtes là comme expert pédagogique. Ok, merci beaucoup. SSE, another question? Je vois rien en fait. Ah, Céline de Nice. Bonjour. Concernant cette annexe, toujours, étant donné que c'est une annexe de la FGSU SSE, est-ce qu'elle est soumise à recyclage? Comme toutes. Encore une fois, alors là c'est compliqué de dire on va faire un exercice, on va dire qu'il faut une pandémie par an. Donc oui, elle est soumise à recyclage. Encore une fois, il n'est pas écrit vous ne le trouverez pas écrit dans l'arrêté que le recyclage toutes les années doit être sur telle forme, puisque ça a été laissé assez large. Une sensibilisation, je ne sais pas, une demi-journée de sensibilisation en réanimation, en stage, pour l'infirmière du service qui a été formée et qui va aller passer une demi-journée dans le cadre de sa formation continue, ça peut rentrer là-dedans. Donc oui, elle est soumise à recyclage. Oui, elle est soumise à recyclage annuel, comme toutes ces annexes, mais encore une fois, c'est un recyclage souple. C'est en aucun cas un recyclage de présentiel, de formation, comme on l'a fait initialement. Merci. C'est tout bon? Oui, non, c'est pas tout bon. Nicolas de Crouy. Oui, merci. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de faire évoluer cette formation? Parce que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé autour de nous, tout le monde ne l'a pas fait forcément en 14 heures. Il y a des gens qui ont fait les 14 heures telles qu'indiquées dans le référentiel de l'ANSESU, mais qui y ont rajouté des journées d'immersion dans les services de réanimation, notamment, non pas pour faire une formation spécifique IDE réanimation, mais pour faciliter l'insertion des infirmiers de renfort dans ces services, soit en pôle support, soit éventuellement en accompagnement de soignants qui ont l'habitude du service de réanimation. Donc, est-ce que ça ne serait pas envisageable, effectivement, on l'a fait en 14 heures parce qu'il y avait urgence pour la pandémie, mais est-ce que dans l'avenir, il ne serait pas envisageable d'élargir un petit peu plus le temps de formation? Bien sûr, le référentiel, comme tu dis, de l'ANSESU, c'est un déroulé pédagogique qui est basé sur la réglementation de 14 heures minimum. Après, vous vous en emparez, vous en faites ce que vous voulez. On parlait de Marseille. À Marseille, ils ont choisi de faire 5 jours. Il y a aussi la contrainte, et Gaël l'évoquait, c'est que est-ce que vos établissements de santé vont libérer les soignants pour une journée pour une formation de 5 jours, alors que réglementairement, voilà, elle est proposée à 14 heures. Il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Mais à Strasbourg, par exemple, on a inclus une journée d'immersion en réanimation, oui. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais vous parliez effectivement que ça soit qu'il y ait un support pluriprofessionnel. Effectivement, les réanimations, les services de réanimation, que ce soit le cadre de santé ou le médecin responsable du service de réanimation, nous a demandé un petit peu plus que les 14 heures qu'on l'a fait cette formation, on l'a fait en collaboration et on a tenu compte de leurs exigences ou des éléments qu'ils souhaitaient voir aussi dans la formation, qui n'étaient pas forcément dans le référentiel. On vous a proposé une base de travail à adapter. Je parle du déroulé pédagogique, qui comprend les aspects réglementaires, mais comme le déroulé pédagogique de la FGSU, il faut l'adapter à chaque fois à vos publics et à vos besoins. Donc c'est pareil. Moi j'ai envie de dire génial, et tant mieux si ça peut se faire comme ça. Je rappelle que quand on est associé,
à ce genre de choses quand on prend et qu'on s'impose, entre guillemets, de temps en temps dans des tables de négociation. Ça s'appelle toujours des tables de négociation. Pour cette annexe, quand on part avec nos partenaires, on était 7 partenaires autour de la table. Quand je dis 7, c'est cette entité avec une quarantaine de personnes. Le but, c'est d'accoucher de quelque chose. Et c'est souvent le plus petit dénominateur commun. On essaye tous de pouvoir défendre ce qui nous paraît l'idéal. Là, on a, je ne vais pas dire échappé parce que c'est péjoratif pour les autres, mais je vais quand même le dire, à une formation distancielle de 70 heures. C'est-à-dire que c'était ce qui était proposé initialement et c'était ce qui allait faire l'objet de cet arrêté avant qu'on puisse mettre le nez dedans et de dire bah, il y a peut-être autre chose. Peut-être que ces 70 heures préparées qui sont très bien d'explication de ce que c'est qu'une ECMO, de ce que c'est qu'une dialyse, avec des images, des vidéos, c'est parfaitement bien fait. Mais nous, on revendique le fait de pouvoir faire de la formation par simulation, peut-être de la formation in situ, c'est écrit dans le déroulé pédagogique parce que c'est ce qu'on suggère, que cette formation, que cette sensibilisation de 14 heures se passe dans le service de réanimation, dans une chambre de réanimation, in situ. Voilà quelles étaient nos touches. Et voilà pourquoi on accouche de 14 heures. Parce qu'on a des établissements de santé qui nous disent c'est impossible, on ne laissera pas et on ne libérera pas des agents pour ce genre de formation. On n'a plus d'agents pour les libérer. Et d'autres établissements qui sont peut-être un petit peu plus riches, qui vont nous dire on a la possibilité effectivement de libérer des agents 14 heures et puis peut-être de leur donner une journée d'immersion complète en réanimation, ou peut-être 2 ou peut-être 5. Mais voilà, il nous faut nous trouver le compromis et la touche en césu sur cet arrêté. Ça a été de dire allons un peu plus loin qu'uniquement 70 heures de formation en distanciel sur des vidéos. Faisons quelque chose de pratico-pratique. Essayons d'aller en service de réanimation. Essayons de faire de l'in situ. Et c'est pour ça qu'on accouche de cette chose-là. Mais encore une fois, comme le dit Isabelle, c'est une base et que c'est le tonneau de l'entonnoir. Et si cet entonnoir s'ouvre et qu'on peut faire beaucoup plus de choses, mais vive les initiatives locales. Et comme je vous l'ai dit hier, on va vous le redire avec le site, avec ce qu'on fait ça, faites-le savoir, faites-nous le savoir. Et si nous, on le sait, on pourra le faire savoir à nos interlocuteurs. Il y a plein de choses que vous faites qui sont formidables et qu'on ne sait pas. Faites-nous savoir tout ça. Pour finir et pour faire le lien, tous ces éléments-là sur l'annexe 12, on en avait parlé au webinaire de je ne sais plus lequel, qui est archivé sur le site de l'ANSESU. Donc il y a encore quelques détails si vous souhaitez le consulter. Bien, merci. On enchaîne avec... c'est pas le site, mais quand même le site. On voulait vous en profiter pour d'être tous ensemble pour vous parler de 2 choses. Encore une fois, très rapidement, il y en a qui vont nous dire, mais ils sont chiants tout le temps de nous dire la même chose. Mais au vu du nombre de questions qu'on a par rapport à ça, on voulait très rapidement vous faire une petite démo de ce site qui est votre site. Encore une fois, vous avez une page de votre CESU sur ce site. Si vous avez créé un propre site internet à vous, très bien, mettez bien entendu le lien là-dessus pour qu'on puisse y aller. Mais encore une fois, toujours un problème de riche ou de pas riche, si vous n'avez pas la possibilité de développer un site internet dans vos CESU, servez-vous de ce site qui est le vôtre. Vous allez cliquer sur votre CESU et vous allez pouvoir mettre la totalité de vos formations ou tout ce que vous voulez. Et donc je laisse Cyril nous donner quelques petites explications nouvelles sur ce site. Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous essayons de mettre à jour le plus régulièrement possible le site internet, donc, notamment la partie texte réglementaire qui sert un petit peu de veille. Et donc on a fait une petite refonte. Maintenant les textes sont classés avec les plus récents en premier et plusieurs catégories, notamment organisation des CESU, ressources humaines, et par exemple on va retrouver les arrêtés pour les AFGSU en situation sanitaire exceptionnelle, mais également l'arrêté Covid pour le 12 avril 2021 dans le cadre du Covid-19. Le bilan, on en parlera juste après avec Julien, mais je vais vous montrer comment on modifie les informations du CESU et comment on peut rentrer des formations. Dans la salle, juste un petit sondage à main levée, qui va régulièrement sur le site de l'ANSESU, donc quand même une grande majorité, et qui modifie les informations ou rentre les formations en fait. Donc il y a quelques personnes qui pourront m'aider si j'ai un petit peu de mal, ça rassure. Donc je vais vous montrer la démarche, c'est assez facile finalement. Donc il faut se connecter, les identifiants, donc se connecter c'est juste à droite de adhérer, en haut à droite là. On clique sur se connecter, on rentre l'identifiant donc qui avait été envoyé au secrétaire.
Les identifiants, ils avaient été envoyés au secrétaire. S'il y a besoin, vous pourrez les redemander par le mail contact en CESU, enfin qui est dans la rubrique contact. Donc une fois les identifiants rentrés, vous pouvez télécharger le mode d'emploi du site, hein, où tout est bien expliqué pas à pas. Et ensuite, vous pouvez modifier les informations. Donc modifier vos informations CESU, vous cliquez. Et ensuite, vous pouvez changer. Donc là, c'est sur le CESU où je travaille, le CESU 08. Vous pouvez donc modifier, rajouter l'adresse de l'établissement ou du CESU, modifier les coordonnées. Vous trouvez également vos formations. Alors, je ne suis pas un très bon élève, il va falloir que je les complète dès la fin du congrès. Mais donc, vous pouvez, en cliquant dessus, aller compléter toutes ces formations. Donc, voilà. Quand vous voulez créer une formation, donc il faut prendre des formations qui sont déjà référencées. Hein. Et donc là, par exemple, j'ai repris la FGSU niveau 2. Donc vérifiez bien que c'est la FGSU niveau 2, hein, c'est rempli tout seul. Et puis vous pouvez ajouter vos dates de session. Et ensuite, vous remplissez les informations. Donc vous mettez le lieu, la durée, les formateurs, tarifs. Pour Calliope, vous avez sûrement refait le catalogue de formation, donc ça va assez vite à faire. Et une fois que tout est rempli, il n'y a plus qu'à cliquer sur mise à jour, et puis la mise à jour va être faite. Donc voilà. Pour les AFGSU 2, en fait, si on prend le site, il y a 49 CESU en fait, qui ont enregistré les AFGSU 2. Donc il y a encore une bonne moitié qui peuvent le faire. Est-ce que vous avez des questions sur le Juste avant la question, Cyril, j'en profite pour dire sur cette partie CESU 08 qui est hyper importante aussi, qu'elle puisse être systématiquement mise à jour. Vous changez de cadre de santé, vous changez de médecin responsable, vous changez d'adresse de secrétariat. Essayez de mettre ça à jour. Nous, on s'en sert parce que c'est d'ici qu'on récupère également. Vous recevez régulièrement des mails de notre part. De temps en temps, on les met sur le forum CESU, mais il y a des mails qu'on ne veut pas mettre sur le forum CESU parce qu'il y a des gens qui viennent sur notre forum. Tout le monde normalement est du CESU, mais plus ou moins loin. Mais quand on a une information à faire passer uniquement au secrétaire ou au médecin responsable ou au cadre de santé, on a des mailings. Vous les recevez directement sur vos boîtes. Ça a été le cas, par exemple, pour la convocation à l'Assemblée générale, etc., etc. Donc, il faut que cette partie contact soit tout le temps mise à jour. Et c'est aussi là, on a énormément de questions sur le site de l'ANCESU parce que les gens cliquent sur contact@ancesu.fr. Ça arrive sur notre messagerie de gens qui volent des formations. Je suis chauffeur de taxi, mais j'étais infirmier et je veux une reconversion, je veux une HVC niveau 2. Comment je fais ? Et donc, notre réponse est nous vous laissons vous adresser au CESU de votre département et on met le lien vers le CESU de votre département dans les coordonnées. Donc, si elles ne sont pas à jour, poum. Donc, voilà, mettez et essayez au maximum d'avoir ce petit encart qui soit toujours à jour. Et la deuxième chose qui est une question aussi très fréquente, c'est quand vous nous dites « Je ne trouve pas mes formations, merci de me les créer ». Non, c'est volontaire. Sur notre ancien site, on avait laissé Open Bar et en fait, on avait 17 formations à l'accouchement parce que la première s'appelait accouchement, la deuxième s'appelait accouchement en maternité, la troisième s'appelait accouchement en dehors de la maternité, la quatrième accouchement en dehors de la maternité quand il fait pas beau, etc., etc. Et donc, on avait 17 formations à l'accouchement en maternité. Donc maintenant, il y a accouchement en maternité, point barre, ça s'appelle pour tout le monde pareil. Et si vous, dans votre catalogue local, vous appelez ça accouchement hors maternité et vous mettez pas d'accent sur le « et », eh ben ici, ce sera avec un accent sur le « et ». Mais c'est pour ça que vous n'avez pas tout. Mais par contre, on est ouvert à l'ouverture et vous pouvez, si vous avez des formations qui sont spécifiques dans vos CESU, bien entendu, quand on les a créées, on a eu toute une liste du CESU 29, toute une liste du CESU 33 d'ailleurs, et ben on a essayé de créer ces formations pour qu'elles puissent ressembler. Alors soit on les a relancées sur des formations qui existaient, soit on a recréé ces formations. Ça a été fait lors de notre séminaire du mois de septembre dernier. Des questions sur le site ? Oui, là. Oui, bonjour, Poca Jean-François, le cadre du CESU 62. Je voulais savoir s'il serait envisageable, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que quand quelqu'un vous contacte, plutôt que de lui dire de contacter le CESU, est-ce qu'il serait envisageable que le site de l'ANCESU propose une fiche d'inscription et qu'elle nous soit transmise ? Ça, c'est ce qu'on va vous dire après. Super.
On y réfléchit. Et en plus, ça rentre dans le Calliope. La seule chose qu'on vous ait pas dit, c'est qu'il nous manque les prérequis qu'on est en train de modifier aussi pour que ça puisse être pile poil. On y réfléchit, mais c'est une énorme... voilà, c'est pas évident. J'imagine, parce que... Ça coûte beaucoup de sous. Donc c'est juste ça. Mais voilà, c'est possible, peut-être... Voilà, on va vous dire après. Une autre question? Derrière encore? Alors, c'est pas directement sur le site, c'est lorsque l'on veut adhérer via le site. Et donc on clique sur adhérer en haut à droite. On n'a pas de, alors je sais pas si c'est moi ou si j'ai mal fait, mais on n'a pas d'attestation d'adhésion. On reçoit juste un mail disant qu'on a payé, mais on n'a pas d'attestation d'adhésion. Oui, vous recevez ce mail et ça fait, c'est en lieu et place de votre attestation d'adhésion. Ça montre que vous avez payé. Nous, on reçoit votre demande et on voit que vous aviez bien payé. Après, si vous avez vraiment besoin d'une attestation pour quelqu'un, je sais pas, pour justifier auprès de votre administration ou je ne sais pas quoi, n'hésitez pas à me demander. Je fais des attestations quand il y a besoin. D'accord, merci. Ça, c'est la même chose hein, dans les améliorations du site hein, qu'on fait au fur et à mesure. On va faire en sorte que vous ayez directement une attestation dans les jours qui viennent. Pour l'instant, effectivement, elle était sur notre ancien site où vous rentrez dans votre espace client. Ça n'est pas sur celui-ci. Ça fait partie des améliorations qu'on va essayer de mettre en place pour 2022. Une autre question? C'est tout bon? Merci Cyril. Pardon. Comment? Excuse-moi Gaël, je suis là. Je vois pas qui. Tout en haut. Attends, ah. Je suis là. Voilà. Le site, il nous sert donc du coup à mettre notre catalogue de formation principalement. Est-ce qu'on peut également mettre des ressources pédagogiques pour nos formateurs qui seraient accessibles qu'à nos formateurs? Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça ou pas? Alors, si tu y retournes, c'est dans l'onglet ressources qu'on a écrit. Encore une fois, c'est toujours difficile de parler du passé, hein, mais je rappelle qu'on a un site internet depuis 2012, on n'en avait pas avant, et que dans notre première version de site internet, on avait mis un onglet ressources dont l'objectif était de partager des ressources pédagogiques. Et on a fait un bid, voilà. C'est-à-dire que personne n'a voulu partager ces ressources pédagogiques. Là, on l'a tout le temps gardé, ces ressources, donc c'est possible. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est ce que je disais aussi hier. Ça fait partie de ce qu'on veut développer, développer la communication dont on va parler dans quelques minutes. Et donc, on va essayer de vous faire partager les outils que vous voulez partager. On a pointé quelques CESU qui ont beaucoup d'outils. Et on va essayer de faire partager ça. Mais Cyril, tu voulais nous montrer comment on peut le faire. Donc, oui, là, en fait, il faut aller dans la partie ajouter une ressource. Hein. Ici, c'est la suite en fait de modifier vos informations CESU. Et puis tout en bas, donc il y a ajouter un élément. Donc il faut aller chercher le fichier et puis les sélectionner et les importer. Et ensuite, on clique sur mise à jour et puis on y aura accès par la suite. Donc ça, on n'a pas beaucoup insisté dessus encore, mais je pense qu'on va, encore une fois, avec la veille numérique qu'on va vous proposer, on va essayer d'insister plus pour qu'il puisse y avoir le maximum de partage d'outils pédagogiques. Encore une fois, hein, vous faites plein de choses formidables partout. Il y a peut-être des choses que vous voulez garder pour vous, pas de problème, mais il y a plein de choses qui méritent d'être partagées et on va essayer de les partager sur ce site ici pour que tout le monde puisse se les approprier. Notamment pour les fiches d'inscription, on peut voir si ça peut être possible pour que les personnes téléchargent directement une fiche d'inscription, si ça peut vous faciliter au niveau logistique la tâche. Une toute dernière question, s'il y en a encore une. Christine? Ah, pardon. Oui, j'ai vu. Merci, Cyril. Julien? Oula, Julien dort. Julien finit sa nuit. Et un petit mot sur le bilan. Non, on voulait vous parler du bilan des CESU. L'objectif, c'était pas du tout de vous présenter le bilan national des CESU. C'était plutôt de vous montrer que Cyril a passé pas mal de temps à remplir son bilan parce qu'il a reçu un mail de la part du secrétariat de l'ANCESU, un mail qui est arrivé un peu tard dans l'année et qui lui demandait de remplir un énorme tableau Excel avec beaucoup de données sur l'année précédente. Sur les attestations qu'il avait délivrées, sur
sur le personnel qu'il avait formé, les professionnels, leur typologie, le nombre, est-ce que c'était eux qui l'avaient fait, en partenariat, en sous-traitance. Donc beaucoup de formations qui étaient réglementées, mais aussi toutes les formations qu'ils avaient construites sur mesure. Donc il a rempli tout ça et il s'est dit mais qu'est-ce que c'est devenu, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps. Et en fait cette réponse elle est également sur le site. Donc lorsque Cyril va sur le site, il peut se connecter à un endroit qui va lui montrer, il faut qu'on ait le site visible comme tout à l'heure pour pouvoir vous présenter le chemin qu'il va emprunter pour aller jusqu'au bilan national de l'année précédente. Alors, le bilan, non, on n'a toujours pas le site visible sur écran. Si on pouvait afficher mon ordinateur, s'il vous plaît. Voilà, donc, il va employer ce chemin-là. Il ouvre une page, vas-y. Voilà, là j'ai ouvert vraiment la page ancesu.fr. Alors on trouve le bilan actuellement ici, bilan 2020, car il a été mis à la une de l'Ancesu. Mais on peut retrouver tous les autres bilans, y compris celui-là, dans la partie bilan CESU, Ancesu, bilan CESU, avec tous les derniers bilans. Donc quand on clique sur bilan 2020, vous allez tomber sur un document PDF qui est téléchargeable, qui est imprimable, qui est mailable, envoyable à votre ARS, à vos partenaires, à votre famille, à qui vous voulez, pour montrer ce que font les CESU, votre CESU, les CESU de votre RESU. Et vous avez un document, donc on ne vous présente pas parce qu'il fait plusieurs centaines de pages, mais qui est construit depuis 2 ans de la même manière. Ça sera pareil encore l'année prochaine pour le bilan de l'année 2021, avec une fusion de toutes les formations qui sont faites par vos CESU, formation par formation, où vous allez voir apparaître l'ensemble de l'offre nationale que les CESU apportent. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, vous verrez votre CESU apparaître. On les a classés par numéro de CESU pour que ça soit assez facile de se repérer. Et vous pourrez voir la transformation des données que vous avez remplies dans ce tableau Excel en une présentation en double page qui pourra être aussi le témoin de votre activité auprès de vos partenaires. Ces éléments-là, ils sont le fruit de votre travail. On a vraiment une fierté à ce que vous ayez répondu les 102 CESU en activité l'année dernière, l'année précédente. Et notre challenge, c'est pour faire le bilan de l'année 2021, d'avoir aussi une exhaustivité à 100%. Alors pour cela, vous allez avoir un nouveau tableau Excel qui va vous être adressé plus précocement. Il ressemble de façon quasi identique à celui de l'année 2020, avec quelques items en plus et quelques items en moins. Donc ça va vous représenter, le travail à peu près équivalent. On va ajouter, si vous faites les formations dont a parlé Aude sur les protocoles de coopération, vous allez avoir également les réactualisations des annexes SSE si vous en délivrez. Et ce bilan va vous être envoyé au cours du mois de janvier pour compléter l'année 2021 que vous avez effectuée. Donc c'est avant tout un grand merci qu'on vous dit. Et ensuite, c'est un encouragement à utiliser ce bilan national pour montrer ce que vous faites, pour montrer ce que l'on fait tous et que cela puisse avoir un impact le plus fort possible. Est-ce que vous avez des questions sur ce bilan, des suggestions, des remarques, des critiques, des bonnes idées ? Je vais juste rapidement vous dire que ce bilan, je vais dire le mot obligatoire, mais en tout cas, il est dans vos agréments de CESU que vous devez faire tous les 5 ans et que nous sommes missionnés par le ministère de la Santé pour récupérer ces bilans. Mais que nous avons une obligation de rendre ce bilan national au ministère de la Santé. Alors, sur l'obligation, c'est avant le 31 mars de chaque année. Donc, on a pris un peu de retard sur les années précédentes. C'est pour ça que cette année, on vous envoie ça en janvier et vous aurez une date butoir le 15 mars pour qu'on puisse y travailler derrière. Mais vraiment, c'est un truc hyper important pour nous, les CESU, pour montrer notre activité, montrer le nombre de personnes. Encore une fois, nos têtes décidantes, non. En tout cas, pensantes, les chiffres. Et donc, les chiffres sont super importants. Donc, 1000 merci d'y travailler. Et puis, tout le monde me dit qu'on est très en retard. Donc, merci pour vos questions sur les bilans, mais il n'y en aura pas. Alors, très rapidement, pour terminer, ça s'appelle la veille, je ne sais plus comment l'appeler. La veille innovation, très rapidement, on ne sortira pas de cette crise. En tout cas, on va en sortir d'une façon différente, même pour faire de l'enseignement.
Nous avons été sollicités, donc nous avons pris ces sollicitations pour essayer de faire quelque chose de national par de nombreuses entreprises qui font de la formation en distance, avec plein de choses super intéressantes. On a pris le choix, mais peut-être que, en tout cas, on a décidé ça, de pouvoir essayer d'en faire quelque chose de national et de vous proposer quelque chose. Je suis très concret. Est-ce qu'il ne serait pas possible de créer une partie du module de l'annexe 5 en distanciel? En tout cas, de le faire avec des choses innovantes en vidéo, que l'Ancesu se saisisse de ça avec quelques CESU référents, qu'on fabrique quelque chose et qu'on puisse nous le financer, mais vous l'offrir à tous pour que vous puissiez le faire dans vos formations. En tout cas, on est parti sur cette démarche. On va essayer de prendre quelques exemples, au début petits, parce qu'on n'a pas non plus des finances qui sont énormes, les fabriquer, les proposer. Premièrement, discours national uniforme de la totalité des CESU. Deuxièmement, peut-être des aides dans des plus petits CESU ou des CESU qui ont du mal à démarrer sur certaines choses. En tout cas, c'est une de nos objectifs. Et pour répondre à tout à l'heure, dans une des boîtes qui nous ont sollicité, il y a toute cette démarche qui va de « je suis intéressé par cette formation, je clique dessus, je peux m'inscrire ». Il y aura plein de liens, je remplis tout mon bulletin d'inscription et hop, il est inscrit et envoyé directement au CESU concerné pour éviter que la personne qui va sur le site se dise « oh putain, faut que… » Oh, c'est pas bien ce que j'ai dit. Aille sur un autre site, puis sur un autre site, puis sur un autre site, et au final, je dis bah, je ne veux plus m'inscrire. Donc, on est parti sur cette démarche aussi. Et je pense que dans les mois qui viennent, on aura un peu d'innovation à vous proposer. Voilà, c'était la seule chose, très rapide, mais on va essayer de vaguer sur cette vague d'innovation pour vous proposer de nouvelles choses. Merci pour cette séance d'actualité. Avant de laisser la parole à Julien et à toute cette merveilleuse équipe pour conclure en beauté ce 29e colloque des CESU, conseil d'administration, Assemblée générale de l'Ancesu mercredi soir, vous étiez très très nombreux. En tout cas au moins plus de la moitié des adhérents. Et donc on n'a pas eu le temps de faire les résultats des élections, donc on vous les donne ici pour qu'une fois ça soit le plus transparent possible. Donc voilà quels sont les gens qui étaient candidats avec les résultats et les nouveaux élus. Il y avait 6 sortants, voici les 6 entrants. Donc le docteur Carole Amsalem qui rentre au CA de l'Ancesu, Philippe Chagnot de Mont-de-Marsan, c'est ça? Que je ne me trompe pas? Le docteur Ruth Charles de Reims, le docteur Nicolas de Crouy du 70 ou 71, je ne sais jamais. 71, voilà, je me l'ai trompé. Fabrice Mercier du Cantal et Isabelle Thomas de Grenoble. Bravo à eux. Désolé pour les perdants, mais il y a des élections tous les 2 ans et surtout, c'est la motivation qui fait ce CA. Donc, continuez à être motivé et à vous présenter sur ces élections. Et donc, hier, on a fait notre premier conseil d'administration où on a élu le bureau. Et donc, on voulait vous présenter le nouveau bureau du conseil d'administration de l'Ancesu avec Aude Charles qui conserve le poste de trésorière, Nicolas de Crouy qui devient le trésorier adjoint, Céline Longo qui conserve son poste de secrétaire général, comme Séverine Nanglaton, secrétaire générale adjointe, Isabelle Thomas qui garde son poste de vice-président et une nouvelle vice-présidente que vous connaissez peu qui s'appelle donc le docteur Carole Amsalem et j'ai été réélu président de l'Ancesu pour les 2 ans qui viennent. Donc voilà le nouveau bureau de l'Ancesu pour les 2 ans qui viennent et vous voyez également les 3 chargés de mission. Mais il y avait des sortants dans ce CA de l'Ancesu. Et je vais demander à ce que 3 personnes qui sont sorties du CA et qui ont marqué l'histoire de ce CA viennent sur scène avec moi parce que, encore une fois, ce conseil d'administration et cette association, elle est faite grâce à vous, mais elle vit avec des gens qui sont des gens hyper motivés, formidables et qui marquent l'histoire. Je voudrais que Catherine Bertrand, je voudrais que James Couvreur, je voudrais que Pierre Chénaud nous rejoignent rapidement sur scène. Parce qu'on ne peut pas laisser partir d'un conseil d'administration des gens qui ont autant compté pour notre association et vous peut-être le percevez pas au quotidien, mais autant compté pour ce que vous faites aujourd'hui, sans dire un tout petit mot. Et je vais demander aussi à Christine Amirati de venir avec nous sur scène. Et je vais lui laisser à elle la parole en premier, parce que c'est elle qui va nous dire quelques mots sur quelqu'un qui n'a pas été élu très longtemps au CA de l'Ancesu, mais qui prend son train très tôt tout à l'heure. Oui, alors du coup, c'est moi qui présente Catherine, que je ne connais que très peu.
Catherine, alors on ne va pas faire ça sous la forme rubrique nécrologique quand même. Hein. Donc, elle fait juste que partir du conseil d'administration et vous avez quand même noté qu'elle restait chargée de mission. Donc on va le faire quand même un peu cool cette affaire. Catherine, vous ne le savez pas, 3 points saillants. 1, le sommeil. 2, les risques NRBC. 3, la pédagogie. 1, le sommeil. Aujourd'hui, pour vous, c'est complètement évident, quand vous prenez en charge un patient qui ne va pas bien, de l'endormir et de faire en sorte qu'il parte ensuite en SMUR ou en hélicoptère. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand on a démontré que l'anesthésie générale, finalement, diminuait les facteurs d'agression, c'est à Catherine Bertrand que nous le devons. C'est elle qui a trouvé cette pratique d'anesthésie du patient avant le transport, non pas parce qu'elle avait trouvé que ça diminuait les facteurs agressifs, mais parce qu'elle était tellement malade en hélicoptère et dans les SMUR que comme ça, elle était tranquille. Et donc, elle mérite alors donc son patron, qui est Pierre Huguenard, qui travaillait avec la Borit, a ensuite beaucoup travaillé sur l'agressologie au vu de ses travaux initiaux, mais ce n'était pas du tout le problème. Et donc, c'est elle qui a créé ça, et elle méritait déjà, à l'époque, le titre de chercheur d'or, DORT, ce qui rejoint d'ailleurs une de ses pratiques habituelles sur laquelle nous ne nous appuierons pas. Le deuxième point, c'est la médecine de catastrophe et les risques NRBC. Nous sommes 2 jeunes femmes, toutes les deux, mais c'est elle qui m'a enseigné la catastrophe, donc elle est un peu plus âgée que moi. Et je me souviens d'elle en tenue verte, parce qu'à l'époque, on était en combinaison verte chez Pierre Huguenard, et c'était la seule femme qui était capable de faire de la médecine de catastrophe avec des talons aiguilles. Et ça, mesdames, ça s'est perdu, mais bravo, Catherine. Le troisième point qui nous a rapprochés, alors hier on discutait avec l'ancien directeur de l'ARDAL et on a créé les CESU donc, avec Catherine qui était avec Bernard Nemitz et moi-même à cette époque, je vous parle d'un temps, et la soirée de gala du premier colloque de l'ANCESU, ce qui avait donc été créé à Amiens en 90, on était 60. Donc on peut mesurer quand même le chemin parcouru avec cette merveilleuse soirée d'hier. On était juste à peu près vachement plus, quoi. Donc Catherine, troisième point, la pédagogie. On a donc ensemble parcouru nos cours. Et je voudrais juste dire qu'on nous appelait donc Tic et Tac. Hein. Mais on continuera à faire Tic et Tac quand même. Et simplement, pour revenir sur un point, c'est qu'on a suivi un cursus en sciences de l'éducation et Catherine est tout à fait capable d'écouter un enseignant en sommeillant et la boucle est bouclée, donc le chercheur d'or. Pour toutes ces années, chère Catherine, merci pour tout, on la conserve parce qu'elle a un sens critique aigu. Je vais la faire, mais elle est nulle, je vous l'accorde tout de suite, hein, préparez-vous, elle va être très mauvaise. On ne raconte pas de salade à une frisée. Merci Catherine. Tu ne veux pas le ramener, tu peux le boire tout de suite. Alors, mon cher Pierre, je suis ravie, au nom du CA de l'ANCESU, de pouvoir te remercier pour toutes ces années pendant lesquelles nous avons eu la chance de te côtoyer au sein de notre association. Alors, Pierre, nous avons quelques attaches communes, puisque nantais tous les deux, nous avons traîné nos guêtres sur les bancs de la même faculté à quelques années d'intervalle. Et c'est peut-être à ce moment-là que la pédagogie d'allure un peu magistrale à laquelle on était soumis nous a donné l'envie d'autre chose. Pierre, il est devenu guyanais après, explorateur, découvreur de contrées inconnues. On lui doit la découverte d'un lac guyanais quand même. Hein. Et donc, il a intégré le CA en 2009. Et au CA, Pierre, c'est celui qu'on attend le matin parce que il y a le jet lag. Hein, donc quand il arrive, les matins sont difficiles. À côté de ça, c'est celui qui pose beaucoup de questions et qui coupe parfois les cheveux en 4, mais on aime ça. et on l'aime comme ça et on va certainement regretter
sa pertinence. Il va nous manquer un petit peu, mais il ne sera pas très loin. Il sera quelque part en Bretagne, dans une ARS. Et donc, on compte bien en faire un de nos appuis au sein des ARS. Ça nous permettra de savoir, peut-être, sur l'ARS Bretagne, qui s'occupe des CESU. Un grand merci, Pierre, pour tout ce que tu as apporté à l'ANCESU. Et donc, il faut que je prenne mes notes. James, mettez-vous là, on est tous entassés là. Poussez-vous un peu là, qu'on vous voit. James, si on voulait le résumer, on pourrait résumer James en parlant de la force tranquille. Non, c'est pas mal. La force tranquille à chemise bariolée. Aujourd'hui, tout blanc. Mais il nous a fait découvrir autant de chemises que Pierre Paulès a de nœuds papillons. Un globe-trotteur dans ses loisirs, c'est un voyageur, mais un globe-trotteur dans ses SAMU et dans ses services d'urgence. Il a fait ses études à Bobigny, dans le 9-3. Et puis ensuite, une petite maîtrise et un DESS de pédago, bien sûr. Il est allé et il est parti à Nevers. C'est ça, Nevers, magnifique ville. Et puis ensuite, en vie de maire, donc à Brest, où il a pris la responsabilité du CESU. Et pour terminer, se retire la pilule à Toulon, où il a été responsable de CESU aussi jusqu'à il y a quelques semaines. Mois. Voilà, James, dans notre CA, c'est quelqu'un qui avait toujours le bon mot, qui est le défenseur du renouvellement de génération. Encore plus ces dernières semaines où il a fallu tous nous foutre dehors. Donc voilà. Plein de loisirs. Si jamais vous ne faites des travaux chez vous et que vous cassez du carrelage, eh bien, faites des cartons et envoyez ça à James Couvreur parce que on dirait pas comme ça, mais je pense que c'est l'influence de ses chemises. Il est passionné de mosaïque. C'est ça? Ah, tu dis pas ça, hein? On en sait des choses. Donc voilà, donc tout ça pour dire que 1000 merci pour ton investissement. 1000 merci pour tout ce que tu auras apporté au CESU. On lui doit un référentiel de formation métier à l'époque déjà, qui étaient les ARM. On lui doit sa patte sur plein de choses que vous avez, sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Donc 1000 merci James de ton investissement et bonne continuation à Toulon. Merci à tous. Et donc,